à tous. Bonjour Monsieur Mananti. Avant de commencer la conférence sur les barons du gaullisme, il nous semble opportun de vous présenter. Vous commencez chez nos collègues à l'ES de l'IEP de Strasbourg et rejoignez ensuite notre belle ville à l'université Lyon 3, où vous vous intéressez dès votre mémoire de recherche aux gaullistes, du moins ceux qui en revendiquent l'héritage, en travaillant sur la politique américaine de Jacques Chirac durant sa présidence. Vous continuez votre parcours jusqu'à l'école normale supérieure de Saclay. Je ne peux malheureusement pas faire la liste exhaustive de toutes vos expériences professionnelles au risque d'empiéter sur la conférence, mais au moins évoquer votre intérêt pour la question environnementale. De représentant de la France au Youth 20 en 2014 afin de travailler sur les dossiers liés au changement climatique et au développement durable, jusqu'au ministère de la Transition écologique et solidaire, votre intérêt ne semble pas s'être terni. Vous devenez en 2022 le directeur de cabinet adjoint de Dominique Faure, alors secrétaire d'État chargé de la ruralité, et vous la suivez encore au même poste lorsqu'elle devient ministre déléguée aux collectivités territoriales. Au regard de votre parcours, nous aurions pu évoquer ce dont traitent actuellement les médias, autour notamment de l'enjeu de l'agriculture, mais non, nous allons évoquer un autre de vos centres d'intérêt, l'histoire. À la lecture de votre bibliographie, nous comprenons qu'un sujet vous anime, le gaullisme. Vous êtes l'auteur de l'histoire du gaullisme social, d'Albin Chalandon, le dernier des gaullistes, et plus récemment des barons du gaullisme dont vous venez nous parler aujourd'hui. Et maintenant, place au débat. Merci Julia pour cette belle introduction très complète. Bonsoir à toutes et tous. Monsieur Mananti, bonsoir. Très content, je le répète, de vous accueillir encore une fois ici. Et j'insiste sur le encore une fois, puisque vous commencez à être habitués de notre établissement. Et nous nous en réjouissons évidemment, puisque vous êtes venus une première fois vous nous présenter votre histoire du gaullisme social, puis l'année dernière nous présenter votre biographie d'Albin Chalandon. Et nous nous retrouvons ce soir pour parler des barons du gaullisme. Et nous allons évidemment commencer par qu'est-ce que l'on appelle un baron du gaullisme. Tout d'abord, je ne sais pas si on m'entend. Voilà, comme ça marche. Tout d'abord, bonsoir, et puis merci à vous tous de cette invitation, cette troisième invitation, puisque tu l'as rappelé, c'est la troisième fois que je viens à Sciences Po et fidèlement à Place au débat, qui m'a toujours gentiment accueilli et permis de parler de ces livres. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que vous n'étiez pas au précédent conférence, ou en complément de la petite introduction biographique qui a été faite, moi ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille sur l'histoire du gaullisme. J'ai travaillé à la Fondation Charles de Gaulle après mes études à l'École normale supérieure qui ont été rappelées. J'ai eu l'honneur de travailler pour Jacques Godefrin, un ancien ministre de la coopération qui a longtemps présidé cette fondation. Et puis j'ai commis ces trois livres qui ont été évoqués, un certain nombre d'articles. Et j'ai beaucoup travaillé à la fois sur les archives de la Fondation Charles de Gaulle qui abrite rue de Solferino en face du siège du Parti Socialiste, ce qui est un travail historique et politique amusant, de très nombreux documents relatifs à la vie des grandes figures du gaullisme et puis la vie des différents partis gaullistes. Alors, ça rejoint justement un petit peu la question. Qu'est-ce que les barons? Baron du gaullisme, c'est en fait une expression journalistique qui apparaît en 1963 sous la plume de Jean Daniel, qui est un journaliste alors à France Observateur, aujourd'hui le Nouvel Observateur, qui écrit un papier, pour vous contextualiser l'époque, on est au lendemain du départ de Michel Debré-Matignon, qui est parti en désaccord sur la question algérienne. Georges Pompidou, qui l'a remplacé, a fait l'objet d'une motion de censure, votée. Le général de Gaulle a dissous l'Assemblée nationale. Les nouvelles élections ont été organisées l'automne 1962. Elles sont gagnées à nouveau par le parti gaulliste. Le général de Gaulle, président de la République, confirme Georges Pompidou dans ses fonctions. Et Jean Daniel dresse le portrait de 5 hommes, 5 personnages qu'on connaît sans les connaître, qui sont autour de Gaulle et qui lui paraissent être les grands seigneurs de la vie politique gaulliste, les grands personnages de l'État gaulliste, ceux qui sont depuis 20 ans auprès du général de Gaulle et qu'il appelle les barons. Alors pourquoi baron? Parce que le baron, c'est l'homme politique, aujourd'hui on dirait aussi la femme politique, mais à l'époque l'homme politique, qui a eu une baronnie locale, qui est maire, conseiller général, député, sénateur, bref, qui a établi son fief politique dans un territoire, une pratique qui existe depuis la Troisième République, elle n'est pas propre à la période gaulliste, mais quand on s'intéresse à la période gaulliste, il y a 5 personnalités qui sont à la fois des personnages qui ont une vraie assise politique locale, qui ont créé un fief politique depuis, pour certains, 10 ans, 15 ans, 20 ans,
Exemple de Jacques Chaban-Delmas, dont on parlera tout à l'heure, député maire de Bordeaux, président de l'Assemblée nationale, surnommé le duc d'Aquitaine. Exemple de Michel Debré en Indre-et-Loire, exemple d'Olivier Guichard en Loire-Atlantique, etc., etc. Et puis surtout, ces barons du gaullisme, ce sont des personnalités qui gouvernent et dominent la vie des partis gaullistes. Parce que quand on pense au gaullisme, on pense à De Gaulle, personnalité stupéfiante, brillante, courageuse, qui aurait pu finalement tout faire tout seul, tant il est impressionnant, mais le général avait ses généraux. Il avait autour de lui des fidèles qui l'aidaient dans la gouvernance du parti, les grandes décisions, les investitures. Et ces barons du gaullisme, ce sont vraiment à la fois ses conseillers, à la fois ses hommes de l'ombre, ceux qui font à sa place, en son absence. Et ils prennent une pratique qui est intéressante à partir des années 1950. Ils se réunissent lors de déjeuners. On parle des déjeuners des barons, Maison de l'Amérique latine à Paris, boulevard Saint-Germain, vraiment dans l'hypercentre de Paris, dans le 7e, entre l'Assemblée nationale, Matignon, pas très loin de l'Élysée. Et ils se mettent à déjeuner ensemble une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours pour justement discuter de la vie du parti. Et donc les barons, ce sont à la fois ces hiérarques de la vie du gaullisme, et puis ces personnalités qui se réunissent, qui lors de déjeuner prennent les grandes décisions de la vie politique du gaullisme. Et autour de ces barons, il y avait un mythe. Qui étaient les barons? Quand se réunissaient-ils? Qui était à leur table? Quelles étaient les décisions prises? Et on entre très vite dans le fantasme. Imaginez les déjeuners des barons dans une salle en clair-obscur, le plafond enfumé par les volutes des cigarettes, des barons, un verre de whisky à la main. Enfin, on a tous l'image qui vient assez rapidement de ce que peut être le fantasme de ces déjeuners. Et ce sont vraiment les hommes qui ont gouverné la vie du gaullisme pendant 40 ans dont j'ai voulu traiter l'histoire. Voilà, réponse un petit peu longue, désolé, mais pour vous planter un petit peu le contexte et de cet intérêt pour les barons et de la mythologie qui les entoure. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc justement, une prochaine question porte sur l'identité de ces barons. Qui sont-ils? Donc on fait les essais micro, je vais répondre à la deuxième question. Alors, qui sont les barons? Moi je fais un choix dans le livre, en fait il existe autant de définitions de barons qu'il existe d'historiens, d'auteurs, voire de contemporains. C'est amusant quand on lit les mémoires des grandes figures du gaullisme, voire même des barons, ils ont un petit peu tendance à régler leurs comptes entre eux, parce qu'ils n'étaient pas forcément que des amis, et donc à effacer les uns les autres de l'histoire. Moi je retiens 6, alors c'est le fruit de, je vous disais, 10 ans de travail sur le gaullisme, et puis c'est un choix que je justifie dans le livre, et je crois qu'a été prévu justement dans le petit PowerPoint, un d'Alège, ces 6 barons avec les portraits. Alors le premier d'entre eux, c'est Gaston Palevski. Je le laisse apparaître à l'écran, il est là. Gaston Palevski, c'est le doyen des barons. Il y a l'expression de Pierre Vincent-Pontet, qui a longtemps été le chef du service politique du Monde, à l'époque du général de Gaulle, que j'aime beaucoup. Il dit Gaston Palevski, c'est la préhistoire du gaullisme. Pourquoi la préhistoire du gaullisme? Parce que d'abord, c'est un des premiers à rejoindre de Gaulle. C'est un homme qui, sous la Troisième République, dans les années 30, est déjà dans les cabinets ministériels. Il vient d'une famille modeste, il a été collaborateur parlementaire, mais il est tombé sur la bonne personne puisqu'il a travaillé avec un certain Paul Reynaud, un jeune parlementaire brillant des Hautes-Alpes qui ensuite est élu en région parisienne, qui devient ministre des Finances, des colonies, président du Conseil en 1940, qui est celui qui encourage de Gaulle à partir à Londres en lui donnant une partie des fonds secrets de la présidence du Conseil. Et Gaston Palevski, qui est le directeur de cabinet de Paul Reynaud, décide de rejoindre de Gaulle à Londres en 1940. Et puis, au terme d'un certain nombre de péripéties que je raconte dans le livre, devient le directeur de cabinet du général de Gaulle, c'est-à-dire son alter ego, celui qui l'accompagne au quotidien pendant 6 ans, entre 40 et 46, et celui qu'on pourrait même qualifier, c'est important pour la suite, d'ami du général de Gaulle. Là où tous les historiens du gaullisme vous diront que le général n'avait pas beaucoup d'amis. Gaston Palevski fait vraiment partie de cette catégorie de très proches du général avec qui, d'ailleurs, il le tutoie. Je crois qu'on peut compter sur les doigts de 2 mains ceux qui tutoyaient le général de Gaulle, et qui est le cas de Gaston Palevski. Et puis Gaston Palevski, après la guerre, rejoint et continue d'accompagner de Gaulle dans les différents mouvements politiques qu'il anime, le Rassemblement du peuple français, le RPF, le grand parti gaulliste de la 4ème République. Il est lui-même élu député en 1951. Et en même temps qu'il croit en de Gaulle, et qu'il en est un des premiers fantassins, c'est quelqu'un qui est déjà d'un certain âge, qui a déjà eu des responsabilités avant-guerre, et donc toute cette 4ème République où de Gaulle essaie de revenir au pouvoir et n'y arrive pas malgré des élections intermédiaires, elle fatigue Gaston Palevski qui veut prendre du champ avec le gaullisme,
qui est nommé ambassadeur de France en Italie en 1957, et qui va revenir péniblement dans l'aventure gaulliste. De Gaulle lui en veut un petit peu, pas de chance, vous allez me dire, De Gaulle revient au pouvoir en 58, Paleski part en Italie en 57, mais c'est d'allier. De Gaulle en veut un petit peu à Paleski d'avoir pris du champ au moment où justement il comptait les fidèles parmi les fidèles sur le doigt de la main. De Gaulle va, si vous permettez l'expression, lui faire payer un petit peu cette prise de distance et attendre 1962 pour le faire revenir à ses côtés, tout en le nommant alors ministre d'État, ministre de la Recherche atomique et scientifique. Et puis Gaston Paleski sera ensuite nommé président du Conseil constitutionnel, garant, un gardien des institutions, à l'allemand du général de Gaulle qui souhaite traiter cet ami de toujours et ce fidèle de longue date. Mais cette prise de distance dans la période 57-62 explique que quand Jean Daniel fait son article en 1963, lui ne cite pas Gaston Paleski, alors que quand on étudie et quand on reprend la définition qu'on a posée ensemble il y a quelques instants, Gaston Paleski apparaît vraiment comme un proche de Gaulle, un organisateur de la vie du parti, un homme au carrefour des désignations de délégués départementaux, des investitures, des grandes décisions, un visiteur du soir du général qui vient le recevoir en fin de journée pour discuter avec lui de la vie politique, et donc véritablement un baron. Premier des portraits. Deuxième portrait, en fait portrait en double, Michel Debré et Jacques Chaban-Delmas. Pourquoi portrait en double? Parce que là où Gaston Paleski est l'ami, l'ancien, le primus inter pares, le premier parmi ses pairs, Michel Debré et Jacques Chaban-Delmas sont les parlementaires par excellence. Ceux qui vont faire entrer De Gaulle, militaire, homme de guerre, dans le champ politique. Michel Debré, c'est un peu l'intellectuel de la bande. Il y a une formule que j'aime beaucoup, que j'emprunte à son biographe Patrick Samuel, qui a écrit une de ses biographies dans les années 1990. C'est l'architecte du gaullisme. C'est un maître des requêtes au Conseil d'État, un grand résistant. Il a été avant-guerre lui aussi collaborateur au cabinet ministériel de Paul Reynaud, tiens donc, avec pour directeur de cabinet Gaston Paleski, qu'on a évoqué il y a quelques instants. Et puis à la Libération, il est nommé commissaire de la République, c'est-à-dire préfet de la Libération à Angers, et le général de Gaulle le fait venir à son cabinet au gouvernement provisoire pour la République française, où Michel Debré rayonne et se fait remarquer comme un intellectuel hors pair qui écrit sur l'artisanat, la défense, la sécurité, la santé. C'est vraiment quelqu'un qui produit énormément de notes. Pour vous donner une idée, moi j'ai été consulter ses archives à l'Assemblée nationale, il existe plus de 100 cartons de plus de 500 feuilles chacun. Et ça, c'est que ce qui a été gardé parce que c'était intéressant. Et c'est vraiment quelqu'un qui est épatant à cette époque parce qu'il a une vision transversale de l'État, de la puissance publique, des transformations nécessaires du pays, qui est incroyable, qui séduit le général de Gaulle. C'est un des pères de l'École nationale d'administration, l'ENA, on ne dit plus l'ENA, je ne sais plus comment on dit maintenant, mais l'ENSP, voilà, merci. Enfin, c'est un des pères de l'ENA et l'ENSP. Et puis, Michel Debré va connaître une mue du haut fonctionnaire en politique, puisqu'il va, dans les années 1940, devenir sénateur d'Indre-et-Loire, au Sénat animer la majorité gaulliste, jusqu'à présider le groupe gaulliste au Sénat. Et c'est ce double profil de très bon technicien et très bon connaisseur des cercles parlementaires, notamment sénatoriaux, qui fait que De Gaulle, en 1958, l'appelle à ses côtés, comme garde des Sceaux, pour écrire la Constitution. Et donc Michel Debré, aujourd'hui, c'est, depuis cette époque et pour toujours, le père de la Constitution de la Ve République, et c'est une des raisons pour lesquelles De Gaulle en fait en 1959 son Premier ministre. Alors en même temps, et c'est intéressant, j'essaie d'être synthétique sur ces portraits, mais ceux que ça intéresse pourront retrouver dans le livre un peu plus de détails, parce qu'il a une très haute idée de l'État et de ses fonctions de Premier ministre, là où Michel Debré aurait pu écraser les autres barons, profiter du fait d'avoir été choisi comme Premier ministre, finalement une sorte de super baron, il va prendre du champ avec la vie du groupe parlementaire, avec le parti gaulliste, parce qu'il est Premier ministre, il ne va pas se mêler des investitures, il ne va pas se mêler de la vie interne du parti, des désignations d'un tel ou un tel. Et cette espèce de recul qu'il a vis-à-vis de la vie politique, justement, ça l'écarte du titre et des fonctions de baron, et ça va permettre à cette espèce de petit cercle de 5-6 personnes de continuer à vivre et à se partager le pouvoir entre eux. Et puis Michel Debré va avoir une vie après avoir été Premier ministre, il s'en va en 1962, il revient en 1966, il reste auprès de Georges Pompidou, il finit par rompre avec Georges Pompidou en 1973, à devenir un féroce adversaire de Valéry Giscard d'Estaing, puis de Jacques Chirac, et finalement même à se présenter en 1981 à l'élection présidentielle, parce qu'il estime être un des gardiens du temple gaulliste. Parce qu'il estime en 1980 être, en 1980, même lorsqu'il décide de se présenter à l'élection de 80,
et être un des gardiens vigilants de l'héritage du général et un des derniers barons en capacité de se présenter. Et donc c'est vraiment sur à la fois l'avant-premier ministre et l'après de Gaulle que Michel Debré agit en baron. Alors troisième portrait en miroir celui de Debré, c'est Jacques Chaban-Delmas. Jacques Chaban-Delmas, c'est lui aussi un résistant, un inspecteur des finances. Chaban, c'est d'ailleurs son nom de guerre. C'est Jacques Delmas, et Chaban, c'est son nom de code pendant la guerre, qui va, comme beaucoup d'autres résistants, accoler à son nom de famille après les combats. Il entre en politique un petit peu par hasard. Je ne peux pas m'empêcher de vous raconter cette anecdote, et pardon d'être un petit peu bavard, Antoine, mais parce que je la trouve très drôle. En fait, Chaban, donc le général Chaban, c'est l'un des plus jeunes généraux depuis l'Empire au moment de la Seconde Guerre mondiale, accueille le général de Gaulle à Paris, gare Montparnasse, au moment de la Libération, est nommé secrétaire général du ministère de l'Information, et puis, vous le savez peut-être, de Gaulle claque la porte du gouvernement provisoire de la République française en janvier 1946. Fin octobre 1945, les élections ont lieu à l'Assemblée nationale. Les socialistes et les communistes s'y imposent. De Gaulle est obligé de faire entrer des communistes à des postes stratégiques au sein de son gouvernement. Et puis, en désaccord avec eux, en janvier 1946, sur une question de budget de l'armée, il finit par claquer la porte et quitter le pouvoir. Et quelques mois plus tard, Chaban, qui est secrétaire général du ministère de l'Information, et qui a maintenant un ministre de tutelle qui n'est plus un gaulliste, mais un socialiste, décide lui aussi de claquer la porte parce qu'il ne veut pas travailler avec les socialistes. Et, comme tout haut fonctionnaire, remercié de son poste, il retourne à son administration d'origine, et donc il retourne voir l'inspection des finances en disant je voudrais être réintégré dans le corps, c'est-à-dire retourner travailler à l'inspection. Et là, son chef de corps, qui s'appelle André Fayol, lui dit mon pauvre ami, mais vous savez que vous êtes parti sur un esclandre public. Il y a eu des articles dans la presse disant comment le général Chaban, grand résistant, fidèle du général, a claqué la porte refusant de travailler avec les socialistes. Chaban dit oui, mais je suis fonctionnaire, inspecteur, je voudrais revenir au corps. Et Fayol lui dit mais il y a actuellement un projet de loi à l'Assemblée nationale, une proposition de loi visant à supprimer l'inspection des finances. Si jamais nous vous réintégrions alors que vous venez de faire un coup d'éclat politique, on pourrait s'en servir à l'Assemblée pour justifier la nécessité de supprimer l'inspection. Et donc, mon pauvre ami, on ne peut rien faire pour vous, il faut rentrer chez vous. Et comme Chaban a besoin, comme tout le monde, de faire bouillir la marmite, il est marié, il a des enfants, il ne sait pas vraiment quoi faire, il se trouve que c'est le moment où interviennent les élections législatives. Et Chaban se dit, pourquoi pas devenir député? Comme quoi, vous voyez les destins politiques. Et donc Chaban se rend auprès du général de Gaulle, à qui il rend visite à Colombey-les-Églises, en lui disant, mon général, je voudrais faire de la politique, je voudrais me présenter, mais on est en juin 1946, vous n'avez pas encore de parti. Chez qui faut-il aller? Je ne suis pas démocrate chrétien, je ne suis pas plus socialiste, je viens de les quitter. Et Chaban lui dit, et vous me pardonnerez l'unité générale, Chaban, allez au parti radical, car c'est là que sont les derniers vestiges de l'État. Et c'est intéressant parce que le parti radical, plus vieux parti de France, a en fait été la première maison de nombreux gaullistes. Michel Debré, dont on vient de parler il y a quelques instants, en 1946, il est aussi élu du parti radical. Donc avant d'être des gaullistes, beaucoup d'élus du RPF vont passer par le parti radical, et c'est important pour comprendre l'écosystème gaulliste, ses amitiés et ses réseaux de notabilité. Et puis j'avance un petit peu dans le temps, élu député en 1946, élu maire en 1947, tu le rappelles sur ton PowerPoint jusqu'en 1995, celui qu'on va surnommer le duc d'Aquitaine devient le président du groupe gaulliste à l'Assemblée nationale, donc le pendant de Michel Debré à l'Assemblée. Et en 1958, lorsque a lieu l'élection de la première Assemblée nationale de la Ve République, il va même se hisser à la présidence de l'Assemblée nationale, fonction qu'il va garder pendant 10 ans et qui va ensuite se retrouver par la suite en 1978 et puis en 1986, s'imposant comme une des grandes figures du monde parlementaire gaulliste. Et tout ça va mener le baron Chaban, fin connaisseur des réseaux parlementaires. Je cite dans le livre De Gaulle évoquant à quelqu'un qui lui dit pourquoi ne pas nommer Chaban au gouvernement. De Gaulle dit il est très bien à l'Assemblée où il connaît tout le monde, il sait vous dire en croisant un député son nom, sa date et son lieu de naissance, sa femme et sa compagne à Paris. Et donc Chaban apparaît vraiment comme celui qui connaît un petit peu tous les secrets du Parlement, c'est un peu, pardon de l'expression, je ne sais pas s'il faut regarder, mais le Frank Underwood de l'Assemblée nationale, pour ceux qui ont aimé la série House of Cards. Il devient finalement Premier ministre de Georges Pompidou. Il fait son grand discours à la Nouvelle Société, et les libéralités qu'il prend vis-à-vis de Georges Pompidou et l'exposition médiatique, politique qu'il a marque sa rupture avec Pompidou. Il se présente en 1974 lui-même à l'élection présidentielle, mais trahi
trahi par 43 députés et ministres menés par un certain Jacques Chirac, dont on parlera par la suite. Il perd cette élection au profit de Valéry Giscard d'Estaing et ça marque pour lui le début d'un déclin politique, même s'il continue à régner notamment en Gironde jusqu'en 1995, époque où il met le pied à l'héritier, un certain Alain Juppé. Pourquoi je vous dis ces deux noms? Parce que Jacques Chirac, et on le verra dans la suite de la conférence, est vraiment le fossoyeur des barons du gaullisme, qui a eu pendant très longtemps une domination des barons au sein de la famille gaulliste, et l'échec de Chaban en 1974, l'élection de Chirac à la tête du parti gaulliste marque un tournant dans la domination du parti gaulliste, qui se transforme alors non plus en parti gaulliste mais en parti chiracien. Il a créé son propre parti, le RPR, le Rassemblement pour la République en 1976. Et puis d'autre part parce que les barons vont avoir des successeurs qu'ils vont chacun nommer, et on parlera tout à l'heure d'Olivier Guichard, mais Chaban met le pied à l'étrier à Alain Juppé, Olivier Guichard met le pied à l'étrier à François Fillon, donc il y a une génération post-baron qui est celle que vous connaissez un peu mieux, puisqu'elle est plus dans votre tranche d'âge et la mienne. Alors ces trois premiers portraits, et notamment ces deux portraits politiques, ils succèdent deux portraits d'hommes de l'ombre, Roger Frey et Jacques Foccart. Roger Frey, je ne sais pas, je veux bien faire un test, levez la main ceux qui connaissent Roger Frey, bon, quelques-uns quand même, merci. Personnage assez déconnu de la République gaulienne, alors que quand on prend un pas de recul, il a été ministre de l'Intérieur de 1960 à 1967 et ministre des Relations avec le Parlement de 1967 à 1972, puis président du Conseil constitutionnel. Autant vous dire que qui s'intéresse à l'histoire de la droite contemporaine et à la vie du gaullisme ne peut pas passer à côté de Roger Frey. En même temps, et moi j'ai pris énormément de plaisir à lui consacrer un très long chapitre, Roger Frey n'a laissé aucune archive, aucune autobiographie, aucun mémoire, aucune thèse, aucun livre ne lui a été consacré, alors même qu'il a été pendant 15 ans un des grands piliers de la droite gaulliste. Et c'est un homme qui a cultivé énormément de secrets, veillant lui-même d'ailleurs à écrire et garder secrètes ses archives. Alors c'est un planteur de Nouvelle-Calédonie, qui est l'homme des réseaux financiers du RPF. Il a fait la guerre dans le Pacifique, je reviens notamment beaucoup sur sa guerre, un petit peu mystérieuse et étrange dans le livre. Il est le bras droit de Jacques Soustelle, dont on parlera un petit peu plus tard, mais Jacques Soustelle a été l'homme du renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale, ministre du général de Gaulle, secrétaire général du RPF de 47 à 51, puis président du groupe gaulliste à l'Assemblée nationale. C'est vraiment un des hommes du premier cercle de Gaulle pendant longtemps, et pour tout un tas de raisons qu'on évoquera, ils finissent par rompre et se séparer. Et Roger Frey est le binôme, le lieutenant de Soustelle, et au moment où Jacques Soustelle prend du champ avec De Gaulle, s'éloigne de Gaulle, et bien Roger Frey va s'imposer comme l'homme des réseaux de Soustelle au sein de la famille gaulliste. C'est un homme des réseaux financiers du RPF, c'est-à-dire des grands bailleurs de fonds. C'est aussi l'homme du service d'ordre et de ce qu'on appelle le gaullisme de choc. C'est non pas encore l'époque du service d'action civique, mais l'époque de ce qu'on appelle le service d'ordre du RPF, les gros bras du parti. On est dans une vie politique extrêmement violente. Je pose la question, est-ce que vous savez quand est mort, pour la dernière fois, lors de quelle élection législative, est mort un candidat aux élections législatives? Ouais. Je sonne en bout là, mais c'est pour ça que François Fillon est devenu député. Alors, il n'est pas mort pendant l'élection législative. Il est mort, effectivement, le suppléant, enfin, le député dont François Fillon était le suppléant, Le Teul, oui, est mort, mais il est mort en fonction. Alors, la dernière fois, c'était 1967. Pas 1867. La dernière fois qu'une personne candidate à l'élection législative a été tuée, parce qu'elle était candidate à l'élection, c'est 1967. Ça vous montre le niveau de violence politique qu'il y a eu pendant très longtemps en France, jusqu'aux années 60-70. Et donc, les services d'ordre des partis, que ce soit d'ailleurs du parti gaulliste ou du parti communiste, sont à l'époque une structure et un élément essentiel de la vie politique. Et donc Roger Frey apparaît dès cette époque comme l'homme des services d'ordre et du gaullisme de choc. Et puis il devient, en 1958, le premier patron du parti gaulliste, l'Union pour la Nouvelle République. En 1959, ministre de l'Information. En 1961, ministre de l'Intérieur, j'ai dit 60 tout à l'heure. En 1967, ministre des Relations avec le Parlement. Et c'est ça qui est très intéressant, là où Chaban et Debré sont des hommes publics, des parlementaires, des ambassadeurs du général de Gaulle, Roger Frey est une écurie du gaullisme. Moi, pour les besoins du livre, j'ai essayé de faire un travail un petit peu
long et fastidieux, puisque vous l'avez compris, de 59 à 72, il a accumulé un certain nombre de cabinets ministériels. Quand on étudie la composition de ces cabinets et le parcours et les trajectoires des membres de ces cabinets, on se rend compte que Roger Frey a formé une génération entière de députés. Beaucoup de personnes sont passées par son cabinet et ensuite se sont lancées dans la vie politique du gaullisme. Et puis Roger Frey, c'est enfin le président du Conseil constitutionnel. Donc vous voyez qu'il y a une espèce quand même de cheminement entre Palevski, Frey, d'autres. C'est une étape un peu essentielle de la vie des barons. Ça va le neutraliser politiquement, mais, et là je laisse un petit peu de suspense quand même pour les futurs lecteurs, Roger Frey essaie de revenir en politique en 86 après avoir quitté le pouvoir dans des conditions malheureuses pour lui, mais c'est quelqu'un qui jusqu'à son dernier souffle a compté et voulu compter dans la vie de la droite. Et puis en miroir de ce portrait un petit peu d'homme de l'ombre, mystérieux, il y a quelqu'un qui s'appelle Jacques Foccart. Je pense que là vous connaissez un peu plus largement, c'est le monsieur France-Afrique du général de Gaulle et de Georges Pompidou, mais, et c'est aussi pour ça que je voulais en parler dans mon livre, ça n'est pas que le monsieur France-Afrique. C'est d'abord et avant toute chose un des principaux conseillers politiques du général de Gaulle. Il est le dernier secrétaire général du RPF, sous la 4ème République, après avoir été lui aussi un proche de Jacques Chostel, un animateur des réseaux dans les Antilles, en Afrique, mais aussi partout en France. Il est à l'Élysée celui qui voit tous les soirs de Gaulle, d'ailleurs le titre des mémoires qu'il nous a laissé, tous les soirs avec de Gaulle, où ils ont des échanges bien sûr sur la diplomatie, mais aussi sur la vie politique du gaullisme. C'est l'homme des clubs, des mouvements, des réseaux, du service d'ordre, des circuits financiers. C'est vraiment l'assembleur de tous les réseaux gaullistes. Parce qu'à l'époque, de Gaulle, c'est, je ne sais pas, 15, 20, 25 réseaux, partis, clubs qui gravitent, qui ont chacun leur identité, leur positionnement. Moi, j'ai consacré mon premier livre au gaullisme social, on a pu sous-titrer Combien de divisions, qui est en fait une galaxie de clubs et de mouvements qui gravitent autour de Gaulle. Et Jacques Foccart est vraiment celui qui, non seulement est un grand connaisseur de la carte électorale, et à chaque élection, 58, 62, 67, 68, 73, s'impose comme celui qui connaît finement l'historique, la sociologie des cartes de la carte électorale, mais aussi celui qui connaît les clubs, mouvements et les équilibres politiques des puissants, des sortants. Et puis, alors non, c'est pas le candidat naturel du parti gaulliste, c'était la slide, je pense, sur Chaban. Par contre, et c'est intéressant que la date de 74 soit sur ce slide, les autres barons, jusqu'à présent qu'on a évoqués, Palevski, Debré, Chaban, Frey, en 1974 soutiennent Chaban dans son élection présidentielle, et puis, dès lors que Chaban sera trahi par Chirac, que Chirac va prendre le secrétariat général du parti gaulliste, puis créer son propre parti en 1976, il y a un petit peu une fronde anti-Chirac. Et dans la phase descendante, crépusculaire de l'histoire des barons, c'est un petit peu le match des barons face à Chirac. Sauf que, pas tous les barons. Jacques Foccart est très intéressant parce que lui, qui a toujours été justement un homme d'équilibre, de rassemblement des tendances autour de Gaulle, estime que Chirac se pose en héritier naturel de la droite, Chaban ayant échoué en 1974, et il va soutenir Chirac en 1977 à la mairie de Paris, en 81, en 88, en 95, il sera à Matignon avec lui en 86, il sera à l'Élysée avec lui en 95 dans des circonstances que je raconte et qui marquent vraiment la fin des barons. Mais le personnage est intéressant parce que là où les autres sont les représentants d'un système qui finit par péricliter et être remplacé par une nouvelle génération, Foccart est le seul qui est capable de dépasser sa personne et d'inventer l'après-gaullisme sans lui. On pourra en discuter. Et puis il y a un 6e portrait, le dernier, qui est un petit peu un miroir de Palevski, puisque Palevski était le doyen des barons, Olivier Guichard est le plus jeune. Ils ont 20 ans d'écart tous les deux, donc on a vraiment une génération au sein des barons. Lui s'engage dans la guerre sur le Tard, dans les combats de la libération. Il devient un des cadres du RPF, chef de cabinet adjoint auprès d'un certain Georges Pompidou, dont on pourra parler tout à l'heure, puis chef de cabinet à partir de 1953. C'est notamment lui qui est chef de cabinet pendant ce qu'on appelle la traversée du désert. La traversée du désert, c'est cette période qui s'étend de 54, 55 à 58, quand De Gaulle, écœuré par la 4ème République et se sentant incapable politiquement de reprendre le pouvoir, décide de s'en aller à colomber les églises, d'écrire ses mémoires et finalement d'abandonner tout rêve de retour politique. Et puis finalement les événements d'Algérie, et qu'on pourra rappeler tout à l'heure, le ramènent au pouvoir. Et c'est là qu'ils comptent les fidèles parmi les fidèles. Et
les barons qu'on vient d'évoquer, exception de Palevski qui était à l'époque en Italie, mais qui continue de correspondre avec De Gaulle à cette époque, tous les barons vont être très loyaux à De Gaulle. Et c'est un petit peu cette... alors j'utilise l'expression dans le livre, je dis que les barons ont été des méharistes pendant la traversée du désert. C'est un petit peu le fait d'avoir été des courageux compagnons de Gaulle dans l'adversité, au moment où plus personne ne croyait en lui, eux sont restés à ses côtés, qui leur permet, lorsqu'il revient au pouvoir, de s'imposer comme les grands patrons de la famille gaulliste. Parce que eux, c'est le premier cercle, c'est ceux en qui De Gaulle a une confiance absolue, parce qu'il sait qu'ils étaient là même dans les heures les plus sombres. Alors Guichard va être un acteur important du retour au pouvoir de De Gaulle en 1958. J'ai évoqué il y a quelques instants les fameux événements d'Algérie. Vous savez que donc De Gaulle quitte le pouvoir en 1946, crée son parti, le RPF, en 1947, présente des candidats aux élections législatives en 1951, 120 députés, conséquent, mais pas suffisant pour former un gouvernement autrement que par une coalition. De Gaulle ne veut pas s'y résoudre, il déteste cette 4e République parlementaire. Il va être déplacé par sa base, puisque en 1952, une partie des députés RPF qui soutiennent décide de soutenir un gouvernement et d'y participer, le gouvernement Pinet en 1952. De Gaulle est écœuré, exclut 40 parlementaires de son parti en estimant qu'ils l'ont trahi, et le parti va finalement, à partir de 1952, mourir de sa petite mort, parce qu'il n'est pas suffisamment fort pour s'emparer du pouvoir. Dès lors que certains veulent noyauter le régime de l'intérieur, c'est ce qu'on appelle les participationnistes, De Gaulle les met à l'écart. Chaban, qu'on a évoqué il y a quelques instants, fait partie des grands défenseurs de cette stratégie de la participation. Il faut participer au gouvernement de la 4e pour faire revenir De Gaulle. Et De Gaulle aura à son égard un mot terrible. Et dit, on vient d'évoquer la traversée du désert, Chaban a fait la traversée du désert d'oasis en oasis. Sous-entendu, là où les autres n'ont pas eu de point d'eau, lui a pu s'arrêter dans quelques parcours ministériels. Et Chaban, effectivement, a été membre de nombreux cabinets ministériels. Donc, alors, on appelle cabinet ministériel à la fois les cabinets au sens des équipes, mais sous la 4e, un cabinet, c'est un gouvernement. Donc Chaban a été membre de nombreux gouvernements, et même un gouvernement d'un président du Conseil socialiste. Alors là, on est en 1957, autant dire que je reproduis dans le livre quelques débats internes qu'il y a au Parti gaulliste, et autant vous dire que les noms d'oiseaux volaient. Et Guichard, lui, au contraire, fait partie de ceux qui ne veulent pas se compromettre avec la 4e, qui encouragent De Gaulle à rejeter cette 4e, et qui se saisit des événements d'Algérie. L'Algérie commence en 1954. En 1958, sentant que le gouvernement en place est prêt à négocier avec les indépendantistes, un comité de salut public s'installe à Alger, où sont présents des militaires, mais aussi des pieds noirs d'Algérie, et ce comité de salut public appelle De Gaulle au pouvoir. La menace est réelle, les militaires en font partie, ils vont même parachuter des troupes sur la Corse, prendre d'assaut la préfecture de Corse. Donc à la question, y a-t-il eu un coup d'État en 1958 ? Une tentative, l'armée s'est emparée d'une préfecture. De Gaulle a-t-il fomenté ce coup d'État ? Non. Honnêtement, après 10 ans d'études et de travaux sur le gaullisme, non. A-t-il profité de la menace qui pesait sur la 4e République pour imposer son retour politique ? On peut légitimement se poser la question. Et tout l'enjeu, et j'y reviens très longuement dans le livre, à travers différents portraits, c'est que savait véritablement De Gaulle, qu'ont fait les barons, quelles interactions ont-ils eu avec les hommes d'Algérie, le comité de salut public, les militaires. Il y a une opération qui s'appelle l'opération Résurrection, qui voulait parachuter des militaires d'Algérie sur Paris. Les barons étaient-ils au courant, l'ont-ils encouragé? Spoiler, ils n'ont jamais parlé avant leur mort. Double spoiler, quelques archives dormaient et figurent dans le livre pour tenter de répondre à cette question. Et donc Guichard joue un rôle particulier pendant ces événements de mai 58, tellement particulier et tellement fort que De Gaulle décide, après être revenu au pouvoir, de le mettre sous clé. Il ne faudrait pas que Guichard, qui a mis les mains dans le cambouis, si vous me permettez l'expression, soit trop visible, et Guichard va en souffrir. Il ne comprend pas pourquoi De Gaulle ne le récompense pas, lui qui a été parmi les fidèles des fidèles, qui a été là dans les heures sombres, et il va en fait vivre sa propre traversée du désert. Alors, elle est physique et figurée, puisqu'on a parlé de la traversée du désert, elle est réelle aussi, puisqu'il va être chargé de l'aménagement du Sahara. Donc il va au Sahara construire des dispensaires, des hôpitaux, et puis, considérant qu'il a été un grand aménageur, en 1963, on lui confie la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire, sur laquelle il va laisser une empreinte importante, et c'est un des grands aménageurs du pays tel qu'on le connaît aujourd'hui, les autoroutes, les métropoles d'équilibre, l'organisation des ports. Guichard a vraiment laissé cette empreinte sur notre territoire. Et puis élu député en 1967, il sort un petit peu de ce purgatoire, De Gaulle en fait son ministre,
il en fait Pompidou le garde également à ses côtés. Mais Guichard est intéressant parce que chez les barons, Guichard est aussi celui qui est le plus proche de Pompidou. Et Pompidou, c'est un petit peu l'homme qui est dans le système et en dehors du système. C'est le chef de cabinet du général de Gaulle au RPF, mais il n'a pas sa carte du parti. En 1958, il déjeune avec les autres barons et il dit, je produis cette discussion dans le livre, il déjeune avec Debré et Frey, « J'espère que vous n'appartenez pas à la race des fous qui pensent que de Gaulle va revenir au pouvoir. » On est en mai 58. 15 jours plus tard, le général de Gaulle lui propose d'être directeur de cabinet à la présidence, son directeur de cabinet à la présidence du Conseil. Donc Pompidou est un homme au cœur du gaullisme et en dehors du gaullisme. Et quand il est nommé en 1962, les barons d'ailleurs ne comprennent pas. Chaban, qui était persuadé que c'était son tour, qu'il allait succéder à Debré, mais qu'est-ce que Pompidou fait à Matignon? Et quand Pompidou, en janvier 69, fait part de ses désirs de se présenter à l'élection présidentielle, puis devient président de la République, Guichard, au sein du cercle des barons, fait partie de ceux qui lui mettent le pied à l'étrier et qui vraiment l'accompagnent dans cette conquête du pouvoir. Et tant et si bien que lorsque Georges Pompidou meurt, on pense que si Chaban est élu, Guichard sera son Premier ministre. Lorsque Giscard lui-même est élu, on pense que Guichard devrait être Premier ministre, et puis il est coiffé au poteau par quelqu'un dont on a évoqué le nom, Jacques Chirac. Les barons se disent, bon, Chirac est à Matignon, mais on va mettre notre ami Guichard à la tête du parti, ce sera un contrepoids. Pas de chance, décembre 1974, Chirac s'empare aussi du parti. Et Guichard va entrer dans une sorte de croisade anti-Chirac, jusqu'à rentrer dans le gouvernement de Raymond Barre en 1976, où il représente la tendance gaulliste, un petit peu en tant qu'opposant de Jacques Chirac. Et toute la suite de sa carrière sera marquée par cette opposition farouche, et puis je suis complètement d'accord avec le mot que tu as dit, l'opposition farouche à Chirac, dont il va être le doppelganger. Et ce sera, parce que c'est le plus jeune, le dernier des barons, mettant le pied à l'étrier lui aussi à une jeune génération, on l'a évoqué tout à l'heure, puisque celui qui pousse à la présidence son conseil régional et qui deviendra Premier ministre par la suite, c'est François Fillon. Et ce qui montre que les barons, à partir des années 90, passent la main à une autre génération. D'abord parce que, à partir de 1995, Chirac est élu, mais en réalité, dès 1988, les barons sont d'un certain âge et donc s'écartent des affaires politiques, laissent la place aussi à une jeune génération, ceux qu'on appelle les néo-rénovateurs, Séguin, Pasqua, c'est eux la génération en fait, des barons du chiracisme qui s'imposent. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont été alliés de Chirac dans sa montée au pouvoir, opposants? C'est toute la fronde qu'ils mènent en 88, 89, 90 pour dégager Chirac, les rénovateurs et néo-rénovateurs. Mais en tout cas, le temps des barons vraiment prend fin avec le début des années 90 et s'arrête vraiment en 1984. Donc voilà un petit peu une galerie de portraits, en tout cas des 6 portraits des barons. Ce qu'il faut retenir, si on les regarde de manière transversale, c'est que vous avez vu que ce sont d'abord des proches du général de Gaulle, des gens en qui il a confiance, c'est-à-dire des gens qui peuvent parler au nom du général de Gaulle, quand ils parlent publiquement, quand ils vont voir des députés, des sénateurs, des élus locaux, on sait que ce sont des proches de Gaulle et qui parlent en son nom. Et puis c'est intéressant, et je m'arrête sur ça, ce sont des gens qui peuvent parler aussi au général de Gaulle. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, dans l'intimité, peuvent le contester, peuvent lui proposer une autre idée, tout en respectant in fine sa décision. Et ils ne sont pas si nombreux que ça. Et de Gaulle respectait aussi cela. C'est-à-dire respecter ceux qui, une fois sa décision prise, lui étaient loyaux, mais pouvaient, dans l'intimité, contester ses décisions. Et les barons, et on pourra en parler tout à l'heure, ont aussi eu leur lot de disputes et de désaccords avec le général de Gaulle. Merci beaucoup pour ce bel exercice de synthèse facile, hein, qui a été très bien réalisé pourtant et surtout dans les temps. Maintenant, peut-être 2 questions en une qui vont dans la continuité de ce que vous venez de nous dire. Déjà, quelle était la relation qu'avaient ces barons avec le général de Gaulle, qui va aussi, dans un deuxième temps, nous questionner sur est-ce qu'il existait une cohérence idéologique entre ces barons, ou bien avait-il pour unique point commun leur fidélité absolue envers le général de Gaulle? Alors, je commence par la deuxième question, si tu veux bien. Les barons, c'est un système de gens qui partagent effectivement une fidélité absolue au général de Gaulle, mais c'est un système de personnalités concurrentes. Il y a des lignes de fracture chez les barons. Par exemple, sous la 4ème République, faut-il oui ou non participer à la 4ème? Il y a des participationnistes, Gaston Paderewski, Jacques Chaban-Delmas, qui vont tous les deux être ministres de la 4ème, qui pensent qu'il faut noyauter le régime de l'intérieur pour faire revenir de Gaulle.
Et puis, il y a les opposants féroces, absolus à la 4ème République. Michel Debré va écrire un livre que je vois que tu as juste à côté de moi, Ces princes qui nous gouvernent, en 1957, créer un journal, le journal de la colère, qui est vraiment le centre gravitationnel de l'opposition à la 4ème République. Et donc, ils ont des désaccords très forts sur des questions importantes. Autre sujet, l'Algérie. C'est intéressant quand on étudie les barons, il y a ceux qui pensent que l'Algérie française est un outil, en tout cas la situation de l'Algérie française est un outil pour permettre le retour au pouvoir de De Gaulle. Et puis à l'inverse, il y a ceux qui pensent qu'il faut que De Gaulle revienne au pouvoir pour maintenir l'Algérie française. Petite incompréhension entre les barons. Et de la même manière qu'il va y avoir des solidarités entre eux, par exemple, lorsque Michel Debré quitte Matignon en 1962, il propose le nom de Chaban au général de Gaulle. Par exemple, lorsque Georges Pompidou meurt, les barons sont unanimes à soutenir Chaban. Lorsque VGE est élu, les barons sont unanimes à soutenir Guichard. Ça n'empêche qu'il y a chez eux aussi des rivalités. Michel Debré, par exemple, après avoir quitté Matignon en 1962, a pendant très longtemps fantasmé la possibilité de revenir au pouvoir et d'être à nouveau Premier ministre. Et il ne comprend pas que d'autres... Alors, il pense que Chaban est légitime à lui succéder en 1962, mais il ne comprend pas que Chaban, par exemple, puisse être candidat en 1966 pour être le Premier ministre du général de Gaulle. Il estime que c'est à son tour de revenir. Et ces rivalités, qui sont des rivalités politiques, minent un petit peu le cercle des barons. Donc c'est à la fois des compagnons. Chaban a une très jolie formule, il dit « Nous étions les chevaliers d'une table ronde ». C'est vrai qu'il y a un petit peu une forme de légende arthurienne quand on parle du gaullisme, et ils sont unis par une sorte d'idéal, ils sont à la recherche d'un Graal. Alors c'est quoi le Graal? Est-ce que c'est De Gaulle au pouvoir? Est-ce que c'est autre chose? Bon, on pourrait filer la métaphore, mais... Et en même temps, ce sont des personnalités politiques fortes. Chaban, Debré, c'est des grands noms, Guichard, en Loire-Atlantique, et puis dans les pays de la Loire, en général. Et ils étaient animés par une même fidélité au général de Gaulle, mais ils avaient aussi des oppositions farouches entre eux. Et d'ailleurs, les barons, ce sont 6 personnalités, mais en réalité, quand on étudie l'histoire des barons, tout autour, c'est une galaxie. Chacun a ses propres lieutenants qui participent parfois au déjeuner, qui sont leurs émissaires, et on trouve dans ce cercle élargi Christian Fouché, par exemple, le ministre de l'Intérieur, beau-frère de Gaston Palesky, on trouve René Rivière auprès de Guichard, on trouve tout un tas de gens, on pourrait passer des heures et des heures à évoquer tous les noms qui en font partie, mais chacun a aussi son écurie. Et donc ses proches qu'il défend, qu'il soutient dans telle ou telle élection. On pourrait parler de Pierre Lefranc, on pourrait parler d'André Malraux, on pourrait parler de Yves Guénat, d'Anne Machamon, bref, tous ces gens-là gravitent autour des barons, et chaque baron a un petit peu son écurie, ses alliés, et donc, alors est-ce qu'il faut parler de baronnet? Est-ce qu'une fois qu'on parle de duc, de baron, est-ce qu'il faut parler de duc, de comte? Je ne sais pas s'il faut rentrer dans cette terminologie, mais en tout cas, il y a vraiment des clans au sein du système des barons. Ça, c'était pour la deuxième question. J'ai déjà oublié la première, excusez-moi. C'était sur les relations avec... Oui, sur les relations avec le général de Gaulle. De Gaulle est quelqu'un qui est très dur. Je le dis parce que j'ai moi-même été assez interloqué en travaillant, en apprenant, en lisant sur De Gaulle. C'est quelqu'un qui a une très haute idée d'abord de la République, mais aussi de la France. Et qui estime que sa vie, son parcours, ses idées, ses combats, c'est un sacrifice au service de la France. Et il n'attend pas de remerciements, de réponses, de gratification. Il a demandé des obsèques, somme toute, très modestes pour un ancien président de la République, chef de la résistance pendant 4 ans à Londres. Il a refusé sa retraite de général, il payait lui-même son électricité lorsqu'il était président de la République. C'est quelqu'un qui avait un sens du dévouement et du sacrifice absolu au service de la République, et, plus important pour lui encore, au service de la France. Et donc, parce que De Gaulle se fait une certaine idée de son service de la France, il estime que ceux qui travaillent avec lui ne sont pas là pour avoir des récompenses, sont eux-mêmes au service de la France, et c'est bien normal qu'ils l'accompagnent. Et il y a quelque chose d'assez sidérant que je raconte dans le livre, c'est qu'en 1958, quand De Gaulle devient d'abord président du Conseil, puis en 1959 président de la République, ceux qui sont avec lui depuis des années, pour certains depuis la guerre, etc., n'ont pas forcément de gratification immédiate. C'est inimaginable aujourd'hui. Et on est dans une période de remaniement, ça interroge et pose légitimement des questions. Mais à l'époque, certains en sont frustrés. J'ai évoqué avec vous Olivier Guichard qui ne comprend pas. Il était le chef de cabinet de Gaulle pendant la traversée des airs, et on lui propose d'être chargé de mission à l'Élysée. Bon. Gaston Palevski,
directeur de cabinet pendant 6 ans de Gaulle à Londres, avec lui dans les années dures de la guerre, on ne le rappelle pas son ambassadeur en Italie. Mais parce que De Gaulle, c'est pas la République des copains et des coquins, c'est une certaine idée de la France. Et j'insiste vraiment sur ça parce que pour comprendre le personnage, pour comprendre ses relations au parti, aux gaullistes, au grand cadre, il faut comprendre cette vision qu'il avait de la contribution politique des uns et des autres. Et donc vis-à-vis des barons, il peut être très dur. Évoqué il y a quelques instants le mot vis-à-vis de Chaban, je reprends à divers endroits du livre les mots qu'il peut aussi avoir vis-à-vis de Debré, vis-à-vis de Frey. Frey, voilà, c'est un planteur, Bachelier certes, mais quand même. Debré, il dit, Debré l'encourage beaucoup à ne pas se compromettre avec la quatrième, il dit oh, Debré, si on l'écoutait, c'est la fin de l'Empire, c'est la fin du Rhin, c'est la fin de la France. Il a des mots agacés parce qu'il sent que ce sont ses chevaliers politiques. Or, la vie politique, la vie partisane est cœur de Gaulle. Les petits arrangements, la politique politicienne, tout ça ne l'intéresse pas. Et en même temps, il sait qu'il a besoin d'eux. Et c'est ce qui explique que De Gaulle laisse vivre ce cercle des barons et laisse ses hommes faire. Il y a 2 ans, j'avais fait un plateau de TV avec Mathieu Bocoté, l'éditorialiste québécois, vous connaissez tous à la télévision, et on avait une question qui nous était posée qui était est-ce que vous pensez que De Gaulle est l'homme politique parfait, qui ne s'est jamais sali les mains? Et donc mon interlocuteur répondait bah, c'est vrai que De Gaulle c'est une certaine idée de la politique, etc. Et ma réponse, et je le pense sincèrement, et je le raconte dans ce livre, c'est que bien sûr que De Gaulle a eu les mains propres. Parce qu'il y avait des gens autour de lui qui mettaient les mains dans le cambouis pour justement faire de la politique politicienne, animer le parti, tuer la candidature d'un tel aux législatives, encourager celle d'un autre au sénatorial. Et le cas de Focard est vraiment emblématique. Focard raconte dans ses mémoires à nombreux endroits, et c'est documenté, avéré par les archives, par les témoins, il ne disait pas tout à De Gaulle. Et De Gaulle s'en satisfaisait. Il savait qu'il donnait quelques grandes indications générales et qu'ensuite ceux qui étaient autour de lui savaient qu'il devait faire au nom du général De Gaulle et au nom de la France. Et je vous raconte une anecdote pour conclure, mais que je trouve amusant. On est en mai 1958, donc il y a la crise d'Algérie, et De Gaulle déjeune à Colombey avec Guichard et Focard, et il est question d'organiser une grande conférence de presse, conférence du Palais d'Orsay du 19 mai, vous savez, celle où De Gaulle dit « je suis prêt à accepter les pouvoirs que la République voudra bien conférer », et un journaliste lui dit « est-ce que vous voulez vous emparer des pouvoirs de la République ?» Et De Gaulle répond « oh, voulez-vous que 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?» Bon, la scène est connue. Et lors de ce déjeuner, Focard dit « mon général, là vous êtes au bord du pouvoir. Si les choses bougent en Algérie, vous allez revenir, et ce coup-ci, vous serez président de la République. » Et De Gaulle répond à Focard « écoutez-moi bien, Focard. Mais alors, écoutez-moi bien. Je veux que vous ne fassiez rien du tout. Rien. Vous m'entendez ?» Et Focard, qui a l'habitude de consignes très vagues, « occupez-vous du RPF, voyez la situation dans le Tarn », comprend que De Gaulle, en fait, lui donne la consigne inverse, c'est-à-dire de tout faire pour qu'il revienne au pouvoir, mais se protège en disant « non, moi j'avais dit à Focard de ne rien faire ». Et Focard raconte cet entretien dans ses mémoires, et je trouve que c'est très croustillant parce que ça dit quelque chose du rapport de Gaulle au cercle des barons dont il se sert, dont il estime les services, mais avec lequel il ne peut pas forcément se lier. Merci beaucoup pour cette réponse très pertinente. Vous avez évoqué tout à l'heure la traversée d'oasis en oasis de Jacques Chaban-Delmas. Notre prochaine question porte justement sur quelles sont les différentes stratégies des barons du gaullisme vis-à-vis de la 4ème République et de leur participation au régime. Merci. Alors, bon, je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais d'abord, De Gaulle crée son parti, le RPF, en 1947. Alors, il y a un ballon d'essai en 1946 qui s'appelle l'Union gaulliste, qui est une première tentative de parti, mais le vrai top départ, c'est avril 1947, Strasbourg, le rassemblement du peuple français, le RPF. Les élections municipales de 1947 sont plutôt favorables au parti gaulliste, ils sont par de Strasbourg, de Marseille, mais il faut attendre les élections législatives de 1951 pour avoir des députés. J'ai évoqué tout à l'heure la centaine de députés qui sont élus. Et entre 1947 et 1951, finalement, le parti se structure, mais n'a pas encore à choisir, puisqu'il a très peu de députés, le défi ne se pose pas. Et donc toute la parenthèse 1947-1951 est un petit peu une parenthèse enchantée où on discute, on se structure, on crée un parti, on a des élus ici ou là, mais la question de la conquête du pouvoir n'est pas encore envisagée. Et c'est vraiment à partir de 1951 que naissent les premières discussions
Faut-il, oui ou non, participer au pouvoir? D'ailleurs, c'est en 1951 que Jacques Soustelle, secrétaire général du parti, est pour la première fois approché pour être président du Conseil, donc pour former un gouvernement d'union. Il en parle à De Gaulle qui le rudoie en conseil de direction du parti. Moi, je raconte, j'ai retrouvé dans les archives de la Fondation De Gaulle les comptes rendus du comité, du bureau du RPF, où De Gaulle s'agace en disant voilà, mais qu'est-ce que vous imaginez, si vous êtes au gouvernement, on va devenir un parti comme un autre, et puis qu'est-ce que vous allez me proposer, le sous-secrétariat à la danse artistique, et au point d'humilier celui qui est pourtant son secrétaire général de parti, son plus fidèle, et de le laisser au bord des larmes en réunion de parti. Donc, quand je disais tout à l'heure que De Gaulle est quelqu'un qui peut être très dur, il a une violence vis-à-vis de ceux qui l'entourent et qui lui font confiance. Et d'ailleurs, la période 51-52 est marquée par le départ de très nombreux gaullistes qui écrivent des lettres à De Gaulle en disant votre méfiance absolue vis-à-vis de ceux qui vous entourent, qui vous servent, qui sont là uniquement pour vous, dégoûte beaucoup de ceux qui vous entourent. Et parce qu'au fond, vous avez créé un parti, il faut faire de la politique. Et vous ne pouvez pas derrière nous reprocher de faire de la politique. Et puis il y a un deuxième tour de piste en 52, à nouveau autour de Soustelle, qui ne réussit pas, même si Soustelle prend des contacts à l'époque avec les démocrates chrétiens, les radicaux, les socialistes même, avec l'aide d'un certain Roger Frey. On en a parlé tout à l'heure, c'est dans cette période que Roger Frey apparaît vraiment comme l'homme de main, le second de Jacques Soustelle. Et après le vote de l'investiture d'Antoine Pinet en 52, là le groupe est clairement fracturé parce que De Gaulle, se séparant en juillet 52 au congrès de Saint-Maur des 40 députés qui ont voulu soutenir Pinet, alors pour être précis, je crois que de tête à vérifier, ils sont une vingtaine en fait à avoir voté en faveur de Pinet, 23 ou 27, et puis quand De Gaulle annonce qu'il va les exclure, pensant inverser la vapeur, 13 autres députés disent, mais nous, mon général, si vous excluez un tel, nous aussi on va partir. Et en fait, De Gaulle, en juillet 52, va au bout du truc en disant, s'ils veulent partir, qu'ils s'en aillent. Et là, conséquence, le groupe passe de 120 députés à 80 députés, et on s'éloigne encore plus d'une conquête du pouvoir par une logique participationniste. Et à partir de 53, De Gaulle va d'abord redonner leur liberté de vote aux parlementaires RPF, tant pis s'ils votent des choses différentes. En 54, il va mettre en sommeil le parti. En 55, les locaux sont même vidés. J'ai eu la chance, il y a une dizaine d'années maintenant, de rencontrer un monsieur qui s'appelle Michel Enfrol, qui a longtemps été président des Amis de la Fondation De Gaulle, et auquel je dois beaucoup, puisque c'est lui qui m'a accueilli pour la première fois en 2012 à la Fondation Charles de Gaulle. Voilà. J'ai toujours une pensée émue pour lui quand je parle de gaullisme. Il était le président des étudiants avec De Gaulle, justement en 54-55, et il me racontait comment, à la fin, parce que les gens écrivaient à De Gaulle le parti, comment il n'y avait plus de ligne budgétaire, il n'avait plus d'argent, et il payait lui-même les timbres pour envoyer les dernières réponses à des militants gaullistes qui écrivaient, alors que De Gaulle s'était retiré en disant, mon général, il faut revenir. Je vais faire la parenthèse, mais du coup, à partir de 54-55, De Gaulle quittant son propre parti, ceux qui restent se sentent libres de faire, et à partir de 1956, il n'y a plus que 20 députés gaullistes à l'Assemblée nationale et des législatives, et là c'est le moment où justement Jacques Chaban-Delmas prend complètement son essor. Après avoir été dans des compositions diverses de partis, en 1956, il est libre de toute entrave, et il participe aussi bien à des combinaisons radicales que socialistes, ce qui amène à l'hystérie de certains de ses camarades d'époque. Le temps avance, mais nous avons encore le temps. Il n'empêche de vous poser deux questions avant de passer à vos questions dans le public. Premièrement, sur la question de comment devenir un gaulliste finalement, et aussi, vous l'expliquez très bien dans le livre, certains barons ont été oubliés, et donc on peut aussi se questionner sur la pertinence du gaullisme et du baron à vie. Est-ce qu'une fois qu'une personnalité comme Jacques Chaban-Delmas est devenu un baron, l'est-il à vie, ou y a-t-il des barons qui ont fini sur le déclin, voire même pour finir oubliés? Oui, alors j'ai commencé la conférence en disant, en répondant à la question qui sont et que sont les barons du gaullisme, il y avait autant de définitions des barons qu'il y a eu d'historiens, de protagonistes, etc. Et donc, moi je fais un choix personnel qui est de retenir les 6 barons dont je vous ai présenté le schéma, et je consacre ensuite une partie du livre, un long chapitre à expliquer voilà, tous les autres qui sont parfois qualifiés de barons et pourquoi moi je ne les retiens pas comme tels. Et l'exercice me semblait important pour justement ouvrir tout le spectre et pas simplement dire bah voilà, il y a 6 barons, point à la ligne, c'est ceux que Pierre Lantier a définis, ça s'arrête là. J'ai essayé en tout cas dans ce livre de parler des autres et de répondre à la question pourquoi ne les qualifiez-vous pas de barons.
Alors il y a ceux qui répondent à la catégorie qui participent au déjeuner et qu'on n'a pas considéré comme tel. Louis Ternoir, André Diettel, secrétaire général du RPF, puis secrétaire général de l'UNRDT pour Louis Ternoir, porte-parole du général de Gaulle. André Diettel, président du groupe gaulliste à l'Assemblée nationale, au Sénat, pas en même temps, je vous rassure, ministre de la guerre du général de Gaulle. Ça, ce sont des grandes figures qui ont été oubliées. Alors, je fais vite parce qu'effectivement, tu l'as rappelé, le temps nous est compté, mais j'interroge tous ces parcours dans le livre en répondant à la question. Il y a une deuxième catégorie qui est celle des bardes du gaullisme. On parle souvent d'André Malraux quand on parle de l'épopée gaulliste. On parle aussi parfois de Perfit quand on parle des barons. Moi, je fais le distinguo entre les barons, c'est-à-dire ceux qui répondent à « ils tenaient le parti ». C'est des hommes qui ont vraiment compté au nom du parti. Et c'est pour ça qu'un Guéna, un Albin Chardon, à un moment, sont invités réguliers de la table des barons parce qu'ils sont, un Robert Poujade, ils sont secrétaires généraux du parti. Donc ils se rapprochent de la définition parce qu'ils ont vraiment la main sur les affaires du parti. Par contre, un Malraux, un Perfit, qui ont été des incontournables de l'épopée gaulliste, qui l'ont raconté, qui l'ont écrit, qui l'ont fait vivre, qui sont des gardiens de la mémoire gaulliste. Pierre Lefranc, qui a créé l'Institut Charles de Gaulle, aujourd'hui Fondation Charles de Gaulle. Tous ces gens-là n'étaient pas des barons au sens où ils n'ont jamais suivi la vie du parti. Ils n'ont jamais eu de place à la table pour décider des investitures. Ce qui ne remet en rien en cause leur qualité de gaulliste et leur contribution au gaullisme. Et puis tu as évoqué un personnage, et lui par contre j'aimerais m'y arrêter, puisqu'on l'a évoqué, c'est Jacques Soustelle. Et Jacques Soustelle, moi j'en parle dans le livre, et je lui consacre un long dégagement comme un baron perdu. Pourquoi? Parce que c'est un proche du général de Gaulle, c'est un baron du gaullisme, il participe au déjeuner, il est proche des autres barons, et puis à un moment, il prend ses distances radicales avec De Gaulle, il va jusqu'à, je vais vous raconter en quelques instants, appeler à la mort de De Gaulle, et donc il perd ce titre. Le baron, c'est un titre nobiliaire qui apparaît au XIIIe siècle, c'est les Montmorency qui sont la plus famille à avoir porté cette titulature. Le titre avait été aboli à la Révolution, il est recréé au moment du Premier Empire, et c'est un titre de baron que le roi donne à un de ses proches sujets et qui en fait son féal direct. Et de la même manière que le roi peut retirer ce titre de baron, et ben De Gaulle pouvait retirer ce titre de baron du gaullisme. Et Jacques Soustelle, qui a un parcours particulier, est lyonnais d'ailleurs, puisqu'il a été longtemps un député du Rhône, il est ethnologue, il a travaillé au Mexique, il est parmi les premiers à rejoindre De Gaulle en 1940, il crée tout un tas de comités de la France libre en Amérique centrale et en Amérique du Sud, il est responsable de la propagande pour De Gaulle à Londres. De Gaulle le charge de la fusion des services de renseignement de la France libre et des services de renseignement du général Giraud à Alger, donc un homme de confiance et du premier cercle. Il en fait son ministre à la Libération. Soustelle se présente en 1946 dans la Mayenne, il voulait se présenter dans le Rhône, et puis il y a trop de complications, puis il se présente dans la Mayenne, et sur sa liste, il y a un certain Jacques Faucard, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est le local de l'Étape dans la Mayenne. Et quand De Gaulle crée le RPF, son parti en 1947, c'est à Jacques Soustelle qu'il confie le secrétaire général du parti. C'est-à-dire, celui qui, en l'absence de Gaulle, décide, c'est Soustelle. Donc c'est vraiment le baron par excellence. Et qui préside le groupe gaulliste en 1951, quand, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le vrai départ du gaullisme parlementaire sous la 4e, c'est Jacques Soustelle. Qui est identifié et approché pour être président du Conseil en 1951-1952, c'est Jacques Soustelle. Et puis Jacques Soustelle prend du champ avec le gaullisme lorsqu'en 1954, il devient gouverneur général d'Algérie. Il va lier son destin à celui de la cause d'Algérie et il joue un rôle fondamental. En 1958, dans le retour au pouvoir du général de Gaulle, il se rend en Algérie de manière rocambolesque. Je raconte dans le livre d'ailleurs, grâce à l'aide d'un certain Albin Chalandon, que j'ai consacré dans mon précédent ouvrage, il est obligé de se cacher sous une couverture dans un coffre de voiture pour prendre un avion en Suisse, pour aller en Algérie, pour soulever les pieds noirs. De Gaulle d'abord en fait un membre de son gouvernement en 1958 quand il est président du Conseil. Et en même temps, De Gaulle, depuis que Soustelle s'est imposé comme un participationniste, depuis qu'ils se sont fâchés sur la question faut-il ou non participer à la 4e, quand De Gaulle charge Debré de former le premier gouvernement de la 5e République en 1959, il donne quelques consignes à Debré, il lui laisse plutôt les mains libres sur la formation de son gouvernement, mais il lui donne une demande. Je vous demande d'écarter Soustelle, il est dangereux. Et Debré ne veut pas parce qu'il a avec Soustelle un compagnonnage politique, un compagnonnage militant dans la défense de l'Algérie française.
Et Soustelle va effectivement se radicaliser en soutenant en 59 la semaine des barricades, en 60 en démissionnant en février 60 du gouvernement avec Cornu-Gentil, parce que ce sont les deux ministres démissionnaires qui ne partagent pas la politique algérienne du général de Gaulle. Et puis, se sentant menacé, Soustelle va partir en exil, rejoindre l'organisation de l'armée secrète, les ultras de l'Algérie française, et jusqu'à signer des communiqués appelant l'assassinat du général de Gaulle. Vous savez, l'OS, ceux qui organisent notamment l'attentat du petit Clamart après l'attentat de Pont-sur-Aube en 62. Et donc, Soustelle est vraiment devenu un paria du gaullisme. Là, il est d'un côté, au début de sa vie, dans une fidélité absolue, et de l'autre côté, dans une radicalité absolue dans son opposition au général de Gaulle. Et ce qui est intéressant, et comme moi, le temps est limité, je ne vais pas dégager, mais ceux que ça intéresse pourront s'y plonger, c'est qu'en 1968, de Gaulle amnistie Soustelle, lui permet de revenir en France. Et Soustelle a toute une vie politique dans l'après-gaullisme et vis-à-vis de la droite gaulliste, puisqu'il sera élu député jusqu'en 1978. Avant de rentrer à l'Académie française des années 80. Donc c'est pas une personnalité qui disparaît du paysage de la droite et du gaullisme quand il part en 60 à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment étudier parce que, et je l'écris dans le livre, je le pense sincèrement, il y a une espèce d'omerta mémorielle sur Soustelle. Parce que justement, cette trahison est dure à vivre, encore pour les gaullistes et pour les historiens du gaullisme. Comment expliquer que l'un des plus fidèles du général tombe dans une radicalité si dure vis-à-vis de Gaulle? Et c'est étonnant, moi, Soustelle est un personnage formidable, il n'y a pas d'archives à la Fondation Charles de Gaulle, il y a quelques papiers de correspondance, mais enfin rien de très intéressant, il y a peu de livres qui lui ont été consacrés, peu de colloques, et donc je trouvais vraiment intéressant de parler de ce personnage en tant que baron perdu. Merci beaucoup. Donc on a une dernière question avant de laisser le micro au public. Donc comment peut-on expliquer le retrait, voire la disparition de ces barons incontournables suite à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing? Celui qui enfonce les clous dans le cercueil, c'est Jacques Chirac. D'abord, à partir de 1972, Pompidou se sépare de Chaban. Ils ont des désaccords depuis la Nouvelle Société, le discours des Nouvelles Sociétés de 1969. D'ailleurs, Pompidou se sépare de Chaban et de Frey. C'est la fin d'une époque. Il choisit Pierre Messmer comme Premier ministre. Pierre Messmer qui avait créé en 69 Présence et Action du gaullisme, un club qui se voulait la défense d'un gaullisme rigoriste, orthodoxe, face justement à un gaullisme un peu plus libéral, à la Chaban, ouvert aux démocrates chrétiens, aux radicaux, voire même à des gens de gauche, au Resco Référence. Et à partir de 72, justement, on a un tournant et une fracture finalement de la famille gaulliste entre le cercle des barons et les anti-barons, dans lesquels on peut classer ceux qui ont été surnommés les affreux de l'Élysée, Pierre Juillet et Marie-France Garot, les conseillers de Georges Pompidou qui détestent Chaban et les barons. Olivier Guichard est un petit peu perdu entre deux feux parce que les barons veulent l'attirer à lui, il fait partie de leur cercle. En même temps, Pompidou, je vous ai rappelé qu'il était assez proche depuis de nombreuses années, donc il est écartelé entre deux fidélités. Et puis en 1974, l'appel des 43 de Chirac contre la candidature de Chaban, l'échec de Chaban à la présidentielle, l'élection de Chirac à Matignon, sa prise de pouvoir au secrétaire général du parti, écarte les barons des cercles du pouvoir. Et là, ils adoptent des stratégies différentes. Debré va prendre du champ avec le parti, en disant le parti est perdu, il faut s'investir ailleurs. Et finalement, il va vraiment y retourner qu'en 1979, au moment des élections européennes, faisant un parti commune avec Jacques Chirac, et comprenant que Chirac fait appel à lui, il se dit c'est que j'ai encore un rôle à jouer. Et c'est pour ça qu'en 80, il se lance dans l'élection présidentielle. Chaban va prendre du champ, et puis en 78, après les élections législatives, justement revenir contre Jacques Chirac et se faire élire président de l'Assemblée nationale, alors même que Chirac soutenait un autre candidat. C'est vous dire que dans le combat entre Chirac et les barons, les choses ne s'arrêtent pas en 1974, mais continuent de manière assez féroce. Et même en 86, je pense que vous savez tous que Chirac, après avoir été Premier ministre en 74-76, redevient Premier ministre de cohabitation en 86. En fait, c'est pas si évident que ça en 86. Chaban est très longtemps évoqué, et c'est vraiment 24 heures avant la décision que Chaban abandonne la course face à Chirac. Ce qui montre bien que les barons, jusqu'en 86, jouent un rôle et ont un poids dans la vie du parti gaulliste. Donc 74 marque une claque douloureuse pour les barons, parce qu'une double défaite de Chaban, et puis
défaite des barons dans leur capacité à imposer le Premier ministre et le patron du parti. Mais ce n'est pas pour autant la fin, comme le prouve le parcours de Debré en 81, Chabon en 86, pour évoquer Frey en 86, ou évidemment Olivier Guichard qui va continuer à jouer un rôle important à droite. Mais 74 marque finalement, et j'insiste sur ça, la fin de l'unité des barons. C'est leur dernier combat commun. Parce que justement, je l'ai évoqué tout à l'heure, Focard, lui, là où les autres vont s'engager dans un combat anti-Chirac, Focard va faire le choix de partir avec Jacques Chirac, de lui faire confiance, de travailler avec lui. Et donc, ils ne retrouveront jamais l'unité qu'ils ont pu avoir avant et qui avait prédestiné à un premier déjeuner dans les années 1950. C'était notre dernière question. Merci beaucoup, M. Mananti. Nous allons dorénavant passer aux questions du public, j'imagine que vous en avez. Donc on va vous faire passer un micro dans la salle. Je vais essayer de faire court. Bonsoir tout le monde. Moi j'ai eu la chance de connaître, de ma vie de fonctionnaire de la Poste, de connaître le pilote du général de Gaulle qui l'a amené de Bordeaux à Londres. Et c'était un homme très discret, je ne sais même pas son nom, mais il n'est plus de ce monde aujourd'hui, très discret. Il ne parlait pas de tout ce qu'il avait fait et côtoyé le général de Gaulle, si bien que même quand il est décédé, il n'a pas voulu que le cercle de la Croix dorée assiste à ses obsèques. Bon, je ferme la parenthèse là, mais par contre, je voudrais vous demander un petit peu votre avis. Vous parlez très peu d'Alain Perfit, qui a écrit C'était de Gaulle. J'ai le livre chez moi. Mais là aussi, je ne vais pas m'étendre parce que je ne connais pas assez la personnalité. Par contre, je vais vous demander votre avis un petit peu. Catherine Ney, qui, on le sait, c'était sa passion de sécher les cours de la fac pour aller voir, pour assister à la sortie des ministres, tels que Roger Frey, ou c'était sa passion déjà de la politique. C'était aussi visiblement une personne qui est capable d'écrire le gaullisme comme vous. Voilà. Et là, ma question est la suivante. Vu que dans l'état où nous allons actuellement, que nous sommes en train de sombrer, voilà, est-ce qu'il y aurait aujourd'hui des hommes... Alors, Catherine Ney s'exprime récemment en disant qu'il n'y a plus de personnes haut en couleur, si j'ose dire, pour reprendre, restaurer la France dans l'état où elle est à l'heure actuelle. Donc ma question est-ce qu'il y aurait des hommes qui pourraient aller chercher un homme qui serait capable, parce que là je vais être un petit peu pessimiste malgré moi, il se pourrait qu'on ait besoin d'aller chercher un homme, quelqu'un de capable de redresser la France, comme Olivier Guichard et Michel Focard, on sort aller chercher le général de Gaulle. Alors, merci pour les questions en fait, parce qu'il y en a plusieurs. Sur Perfit, d'abord peut-être en deux mots, et puis ensuite la question, existe-t-il encore un général de Gaulle en 2024, si j'essaie de la paraphraser. Perfit, j'en parle justement dans toute la catégorie, ce que j'appelle moi dans mon livre les bardes, les mémorialistes du gaullisme, parce que il a eu une proximité absolue avec De Gaulle, il a écrit, entretenu des comptes rendus de leur discussion, il a écrit effectivement ce formidable C'était De Gaulle que j'invite tous les passionnés à lire, tout en le prenant dans une certaine mesure, pas tout, mais avec précaution. À l'époque où ils sont parus, certains des derniers contemporains, je pense notamment à Focard, ont été très critiques sur la réaction de C'était De Gaulle en posant la question de certains passages qui auraient été un petit peu enjolivés. Ce qui ne veut pas dire que tout est faux, au contraire, mais simplement il faut regarder l'ouvrage avec une distance critique. Catherine Ney, qui était votre deuxième question, oui, moi je l'ai connue, elle a eu la gentillesse de préfacer mon livre sur Alma Chandon, elle a longtemps été la campagne avant d'être l'épouse. C'est vrai qu'elle a chroniqué ces années, et pour en avoir beaucoup parlé avec elle, c'était aussi des gens et une génération qui avaient été forgés par la guerre. Et la génération d'hommes et de femmes politiques aujourd'hui n'a pas connu cette époque de guerre. Donc, dans un de ses livres, il dit « La guerre,
pour nous, il y avait ceux qui avaient fait la résistance et ceux qui ne l'avaient pas faite. Et la question n'était pas de droite, de gauche, intellectuel, ouvrier, paysan, urbain. La question était ceux qui avaient fait la résistance et ceux qui ne l'avaient pas faite. Et ce clivage de la France et du personnel politique, les hommes qui avaient vécu la guerre, ils avaient une hauteur de vue, un Chaban, un Debré, même un Focard. Ils avaient, par leur expérience de guerre, y compris les hommes de gauche d'ailleurs, hein, moi ma spécialité c'est l'histoire de la droite, mais le personnel politique avait un regard sur le pays et sur la nécessité de dépasser les clivages, ce qui est au fond dans l'ADN du gaullisme, qu'il n'y a plus aujourd'hui parce qu'on n'a plus de gens qui ont vécu cette adversité et se soucient non pas de la droite ou de la gauche, d'une idée ou d'une autre, mais se soucient de la France. Et donc pour répondre à votre dernière question, et j'y viens de manière un peu filée, d'abord, il faut rappeler que De Gaulle arrive à une période d'explosion du pays. Hein. L'Algérie française, ce n'est pas une colonie, ce sont des départements. Donc, ce n'est pas la décolonisation, c'est la fracturation d'une partie du pays, c'est une situation de menace de coup d'État militaire. On a rappelé le parachutage en Corse, la menace sur Paris, l'opération Résurrection. Je ne crois pas qu'on soit dans une situation aussi dramatique aujourd'hui. Mais De Gaulle appartient à cette catégorie un peu d'homme providentiel qui échelonne et qui jalonne la vie politique française comme les vies politiques de beaucoup de pays. A-t-on besoin d'un homme providentiel ? La situation est-elle grave ? Oui, je partage avec vous, et je crois que la situation actuelle avec le monde agricole en flammes, la question de la croissance, de la guerre au port de l'Europe, pose cette question, a-t-on besoin d'un homme providentiel ? Existe-t-il ? Je ne sais pas, moi je suis historien, j'ai un avis à titre personnel, mais existe-t-il un général de Gaulle en 2024 ? Pour moi, la réponse est non, parce que la génération politique que nous avons aujourd'hui n'a pas connu la guerre et n'a pas connu cette expérience de détresse qui a amené à finalement des hommes providentiels. C'est dans la crise que se révèlent beaucoup d'hommes et de femmes, d'ailleurs pas forcément d'hommes et de femmes politiques, c'est quand on est face au gouffre qu'on se rend compte de ses capacités et du choix qu'on peut faire. Donc, si le pays arrive dans une situation de crise extrême, quelqu'un apparaîtra-t-il ? Oui, j'ai la naïveté de le penser parce que l'histoire nous montre sur le temps long que face aux crises, il y a toujours des gens qui se sont dégagés. Je relisais ce matin le cours d'histoire que le général de Gaulle donnait à Saint-Cyr en 1921. Et il conclut un de ses chapitres en disant « On a l'histoire qu'on mérite ». Parce que face aux crises sont apparus des hommes providentiels qui se sont dégagés de leur destin. Et de Gaulle se dégage de son destin. Il faut rappeler que de Gaulle, rien n'appelait ce militaire de 50 ans à choisir de partir en Angleterre, de prendre le risque qu'il a pris vis-à-vis de sa vie. Bon. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui est prédestiné ? Je ne sais pas. J'espère qu'en tout cas, si des jours sombres s'annoncent, effectivement, quelqu'un sortira de son destin et s'exprimera. Voilà. Bonsoir, monsieur Mananti, c'est la deuxième conférence que vous faites ici, la deuxième que j'écoute et j'ai la troisième. La troisième, oui, j'ai toujours autant plaisir à vous écouter. Je voudrais revenir sur une anecdote que vous aviez donnée avec Jacques Foccart, où De Gaulle lui dit « Foccart, ne faites rien du tout, vous m'entendez, rien du tout ». Et en fait, il entendait bien le contraire. Il me semble que c'était c'était De Gaulle encore, mais je peux me tromper. Je crois que De Gaulle dit donc à Perfit, pour être gaulliste, il faut parfois être contre De Gaulle. Alors je crois qu'il n'aimait pas beaucoup le terme gaulliste lui-même, mais enfin, c'était l'idée. Donc est-ce que quand on cherche à comprendre un personnage aussi complexe et aussi parfois en clair-obscur, malgré tout le bien qu'il a fait pour la France et le fait qu'il était assurément un des plus grands, si ce n'est le plus grand personnage de notre histoire, est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, c'est-à-dire soit qu'il dise quelque chose mais pense le contraire sans forcément le savoir lui-même, voire en pensant très précisément le contraire et en comptant bien sur le fait que son interlocuteur comprenne qu'il pense le contraire. Oui, alors je suis complètement aligné avec la manière dont vous le présentez, et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire on peut et même on doit être gaulliste contre De Gaulle. Alors après, la ligne la différence est ténue, parce que De Gaulle est un homme qui aime qu'on lui tienne tête, mais pas publiquement. Et je vous donne un exemple, mais qui va répondre complètement dans ce sens. On est en 1958, les élections législatives ont lieu, elles donnent une majorité au camp gaulliste. D'ailleurs, dans le camp gaulliste, il y a le parti de Gaulle, l'UNR, mais il y a aussi des démocrates chrétiens, déjà des centristes du CNIP, des radicaux, etc.
Et il faut élire un président de l'Assemblée nationale. Et De Gaulle aimerait bien, il fait savoir ça, la préférence, il aimerait que ce soit Paul Reynaud. Il l'a évoqué, Paul Reynaud, président du Conseil, le patron de Palevski, le patron de Debré, qui deviennent président de l'Assemblée nationale. Et Jacques Chaban-Delmas réunit les autres barons lors d'un déjeuner, une des matrices des déjeuners futurs, et il leur dit on ne peut pas laisser Reynaud, l'homme de la troisième, gouverner et diriger l'Assemblée nationale de la Ve République, c'est pas possible, il nous faut un homme solide, un homme fidèle. Et sont envoyés, Focard et Guichard, qui travaillent à l'époque à la présidence du Conseil, puisque De Gaulle n'est encore que président du Conseil de la IV République, c'est fin décembre 58 qu'il devient président de la République, sont envoyés en mission commandée pour débrancher Chaban. Il ne faut pas que Chaban se présente, le camp gaulliste ne peut pas se diviser. Imaginez que la gauche en profite pour faire élire un président de l'Assemblée nationale, comment la Ve République aurait commencé. Et Chaban réunit les autres barons et dit mais attendez, moi je vais aller jusqu'au bout, et il les convainc. Et il en parle à Debré, il en parle à Focard, il en parle à Guichard, il en parle à Roger Frey, il leur dit il faut aller contre l'avis de De Gaulle. Et évidemment, ils vont voir De Gaulle en disant il faut. Et puis finalement, Chaban va pousser jusqu'au bout et se faire élire président de l'Assemblée nationale contre l'avis et contre la préférence du général De Gaulle. Ce qui va tendre leur rapport pendant un moment, ce que je raconte dans le livre. Et puis, en 1961, Paul Reynaud intervient dans une conférence de presse et intervient en disant on ne peut pas se fâcher avec les États-Unis, il faut rester sous le manteau nucléaire américain, on a besoin d'eux pour assurer la défense de la France, quitte à remettre en cause pour partie notre souveraineté militaire. Et De Gaulle est évidemment furieux, qui a lu ou s'intéresse à De Gaulle ne peut pas comprendre cette position, elle propose Reynaud et il invite Chaban à déjeuner et il parle de tout un tas de sujets. Chaban évidemment n'évoque pas leur brouille et à la fin du déjeuner, un compagnon lui dit vous avez bien fait, Chaban, de ne pas suivre la préférence que j'avais esquissée en 58. Et ils s'en tiennent là. Ensuite, ils n'en parlent plus jamais, et ils sont réconciliés, et Chaban aura les bons rapports qu'on sait, le rôle que Chaban joue lors du putsch des généraux, où justement il est aux premières loges pour soutenir De Gaulle, pour mobiliser les parlementaires, pour être présent aux côtés de Debré face à la tentative de coup d'État du carteron de généraux, finit de les réconcilier. Mais cet épisode de 58 montre qu'on peut, même on doit, être gaulliste contre De Gaulle. Et De Gaulle respecte beaucoup les barons parce que ce sont ceux qui savent à la fois lui tenir tête, mais aussi, et avant toute chose, le soutenir. Il y a quelques autres exemples, comme celui de 58, qui montrent que De Gaulle a su apprécier ça. Pour un autre exemple, pour répondre à la question, mais sur un autre personnage dont on a un peu parlé, Roger Frey. Roger Frey, par exemple, à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, a pris des décisions que De Gaulle a pu critiquer. Mais parce qu'il a été les exposés à De Gaulle, parce qu'il a expliqué à De Gaulle que sa position était fidèle finalement à l'ADN gaulliste, à l'idée que De Gaulle avait de la République. De Gaulle a fini par dire, et il confie à Chaban qui le raconte dans ses mémoires, qu'il savait que Roger Frey était plus royaliste que le roi, plus gaulliste que De Gaulle. Merci, on va encore reprendre 2 questions. Et si vous avez encore des questions juste après, on fera un petit moment ici ou à l'extérieur pour répondre aux questions un peu plus individuelles. Alors, bonsoir monsieur, vous avez évoqué rapidement les ambitions de Michel Debré, et je voulais vous demander si dans ces ambitions il avait le soutien ou non d'autres barons, et aussi comment est-ce que vous expliquez qu'il n'ait pas été appelé en 1974 comme candidat gaulliste. Alors, 2 raisons pour ça. Je commence d'abord par 1974 pour aller dans le fil chronologique. D'abord, il y a un congrès qui s'appelle les Assises de Nantes en novembre 1973, qui est le moment où les barons, Chaban, Debré, Frey, lancent le parti contre l'Élysée. Donc Pierre Messmer est Premier ministre depuis juillet 1972. Les barons ont été mis à l'écart, et novembre 1973, les assises du parti, d'ailleurs Pompidou dit ces assises ont été faites contre moi, il est décidé qu'il faut préparer la suite de Pompidou. On sait dans les petits cercles à l'époque qu'il est malade, ça n'est pas encore public, et d'ailleurs le parti vote une motion disant que si un jour Pompidou était empêché, sans en dire plus, il faudrait que celui qui se présente soit Chaban. Pourquoi c'est Chaban qui sort plutôt que Debré? Parce que Debré est un esprit colérique. Le Canard enchaîné l'avait surnommé Michou la colère. Son journal d'ailleurs s'appelle le Journal de la colère, sous la 4ème République. Et ça n'a jamais été un homme de réseau, c'est un homme de conviction. Et c'est d'ailleurs ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il aurait pu être un super baron, j'utilisais l'expression tout à l'heure, mais
les intrigues, ça ne l'intéresse pas trop. Contrairement à Chaban, qui est vraiment, il y a une expression que je reprends dans le livre, on dit il est sorti par la fenêtre pour rentrer par la porte, et vous croyez l'avoir mis à la porte, il est déjà rentré par la fenêtre. Et donc, en 73, Chaban arrive à s'imposer comme l'homme naturel qui, le jour venu, pourrait succéder à Georges Pompidou. Donc, les Assises 73, finalement, scellent la position qui sera celle du parti en avril 74, après la mort de Georges Pompidou. Et d'ailleurs, Georges Pompidou est très fâché de cela, et il s'exprime dans la presse au lendemain de ces assises en disant « Mais je serai moi-même candidat à ma réélection en 1977 ». Donc, alors même qu'il se sait malade et fatalement malade. Donc il ne veut pas laisser imaginer et construire l'avenir du parti sans qu'il soit lui-même décideur de cela. Et donc, Debré est vraiment écarté de cette présidentielle 74 et même pas évoqué, alors que le nom de Pierre Messmer, par contre, lui est évoqué, Edgar Faure est aussi candidat, Jean Roilier le sera, enfin, il va y avoir vraiment une foule de candidats, mais Debré, ça n'est pas son cas en 74 parce qu'il a laissé passer le train en novembre 73. Et d'ailleurs, il soutient la motion de novembre 73 où il dit qu'avec Chaban, on reviendrait avec un vrai gaullisme. En 81, c'est Debré qui s'impose en fait par vitesse. En juin, donc il y a les européennes de 79. Chirac décide de faire une liste qui s'appelle Défense des intérêts de la France en Europe, qui est d'ailleurs la première fois que le parti gaulliste/chiracien s'empare du sujet souverainisme et s'oppose à la liste Giscard-UDF, le parti de l'étranger, c'est l'appel de Cochin. Et c'est un échec pour le RPR de Chirac, hein, les résultats ne sont pas très bons. Mais Debré comprend que si Chirac a eu appel à lui, c'est finalement qu'il pèse encore au sein de la famille politique de la droite gaulliste et chiracienne. Et donc en janvier 80, il prend tout le monde de vitesse en se lançant. Et quand il se lance, il reçoit le soutien quasi unanime de tous les autres barons, qui voient l'occasion, à travers la candidature de Debré, de saper le pouvoir de Jacques Chirac sur la droite gaulliste / on pourrait l'appeler post-gaulliste. Et le seul qui va manquer à l'appel, c'est Focard. Je l'ai évoqué plusieurs fois. Lui, Focard, il fait confiance à Chirac, il veut lui apporter ses réseaux africains, ses réseaux financiers, son expertise, sa connaissance politique. Et Debré va faire une mauvaise campagne, hein, soyons honnêtes. En fait, il n'est pas rompu aux règles de la communication qu'il y a déjà en 1981. Il fait plusieurs mauvais passages à la télévision. Il a avec lui des historiques, hein, j'en reprends dans le livre, enfin, certains compagnons de la guerre, d'anciens secrétaires généraux de l'Élysée, d'anciens ministres, vraiment le premier cercle du général est avec Debré. Mais en 81, on est déjà dans une américanisation de la vie politique française avec des meetings, des prompteurs et des rassemblements à la Pasqua de 7000, 10 000 personnes avec gadgets, casquettes, t-shirts. C'est pas dans l'esprit d'un Michel Debré qui fait moins de 2%. Comme Marie-France Garot, qui se lance d'ailleurs sur le même créneau de retour à un gaullisme originel en 80. On a le temps pour une dernière question ? Dernière question plutôt. Ouais, bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour cette conférence très intéressante. Ma question, elle porte sur le comportement des barons à une période un peu crépusculaire du mandat de Gaulle, cette année mai 68, mai 69, et notamment vis-à-vis de celui qui a un pied dedans, un pied dehors, hein, Georges Pompidou, en particulier autour de cette affaire de mœurs bien étrange, l'affaire Markovitch, et de sa candidature, en fait, qui, me semble, ne va pas de soi à l'époque pour les gaullistes, et en fait, comment ces barons se sont comportés, et comment est-ce qu'ils ont essayé de lui mettre des bâtons dans les roues. Je crois que l'affaire Markovitch ne leur est pas étrangère. Alors, même chose qu'avec 1958, n'aurait pas étrangère. On ne peut pas laisser penser qu'il est fomenté, manigancé, mais ils sont bien contents qu'elle soit là et pas mécontents de l'utiliser. D'abord 68. En 68, il y a un moment de flottement, hein, fin mai 68, où De Gaulle va à Baden-Baden, la question de la suite, s'il venait à quitter le pouvoir, se pose. Et là, il y a deux camps. La jeune garde pompidolienne qui se dit, je cite, qu'il est temps de mettre le vieux au placard. Bon, Jean-Raymond Tournou, le grand journaliste qui a beaucoup documenté cette époque et fait la tournée des popotes pour recueillir la mémoire, on parle beaucoup. Moi-même, pour les besoins d'Albin Chamon, il fait partie, Albin Chamon, justement, de cette jeune garde pompidolienne qui se dit que Pompidou pourrait être le candidat naturel en 68. Et Pompidou, c'est vraiment, autant il laisse les barons interrogatifs en 62, quand il arrive, autant quand De Gaulle le confirme comme Premier ministre en 66, et après les législatives 67, dont il est le pilote, se fait lire dans le Cantal, c'est
les législatives 62, c'est Debré qui les mène. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, et je reviens dessus dans le livre, pourquoi Debré, qui est parti de Matignon en avril 62 pour laisser Pompidou, dirige la campagne législative de novembre 62 à la suite de la motion de censure contre le gouvernement Pompidou. En 67, c'est Pompidou qui mène la campagne, donc vraiment, il s'affirme comme le chef politique de la majorité. En 68, les barons ne contestent pas vraiment la tutelle de Pompidou sur les affaires politiques du parti, même si, depuis les élections législatives 67, il y a une sorte de gentleman agreement qui s'est fait entre Pompidou et les barons, où, pour choisir le nouveau secrétaire général du parti, Jacques Baumel est parti après avoir été 50 patrons, c'est Robert Poujade qui est choisi. Et pourquoi Robert Poujade est choisi en 67 comme patron du parti? Parce que c'est l'homme de personne, il n'a pas trop d'alliés, et donc au fond, il n'embête ni Pompidou ni les barons, on sait très bien que le jour où il faudra le sortir, il pourra être sorti. Donc les barons, face à la crise de 68, ne sont pas déloyaux à De Gaulle, observent Pompidou avec méfiance, sachant qu'il pourrait être le candidat suivant. Et puis, Pompidou arrive à obtenir de De Gaulle la dissolution de l'Assemblée nationale, une nouvelle assemblée est élue, mais donc juin 68 avec un raz-de-marée gaulliste inattendu. C'est là d'ailleurs qu'est élu pour la première fois Charles Pasqua, mais aussi toute une génération, Jacques Ostrin et d'autres. Et Georges Pompidou est un homme, et c'est important pour le comprendre, il est très... c'est un affectif, il marche à l'affect. Et il est très meurtri que De Gaulle ne l'ait pas tenu au courant de son départ pour Baden-Baden, il fait des secrets, disent du mal de lui en privé, et donc il laisse un petit peu s'installer la musique selon laquelle il est fatigué, il hésite, veut-il redevenir Premier ministre, etc. Et là, les barons jouent un jeu trouble, où effectivement, Debré, Chaban vont voir De Gaulle en disant oh, si Pompidou est fatigué, il faut peut-être laisser la place à un autre. Parce qu'ils savent qu'ils pourraient potentiellement être les autres. Et le nom de Chaban tourne dans les milieux gaullistes et au cabinet du général pour lancer Pompidou. Et puis Pompidou choisit Couve de Murville, indéboulonnable ministre des Affaires étrangères, pour lequel il a eu des mots très durs à la période de la guerre, mais qui depuis 10 ans est la voix de la France à l'international. Et puis un Premier ministre qui lui fera pas trop d'ombre, et après un Pompidou manœuvrier, politique, Couve de Murville, il sait très bien qu'il n'a pas spécialement d'ambition nationale ou autre. Et pour la petite anecdote, Pompidou, apprenant que Couve va être reçu, appelle en catastrophe Tricot, le secrétaire général de l'Élysée, en disant cher ami, il faut absolument que je sois le général de Gaulle, j'ai changé d'avis, je suis fatigué, je veux redevenir Premier ministre. Et Tricot lui répond mais mon pauvre, Couve sort à l'instant du bureau du général qui lui a proposé votre poste, il est trop tard. Donc Pompidou est victime, non pas d'un complot, mais d'avoir voulu jouer la carte émotionnelle avec De Gaulle et d'avoir finalement laissé les autres dans un jeu politique le pousser à la sortie. Et puis janvier 69, en voyage à Rome, on appelle déclaration de Rome, la déclaration du prince de Rome, Pompidou annonce que si un jour le général venait à pu être là, il serait ravi d'être candidat avec son prédécesseur. En tout cas, je crois qu'il dit j'accepterai les responsabilités, je prendrai mes responsabilités en regard des besoins de la nation. Et ceci intervient alors que De Gaulle a annoncé, en mai 68, un référendum qui tarde. On est en janvier 69, il aura lieu en avril 69. Et donc beaucoup de gens comprennent que si le référendum échoue, alors Pompidou sera le candidat naturel. Et donc là, les barons vont recevoir Pompidou à leur table, c'est presque une espèce de grand oral, et lui dire il faut absolument que tu t'exprimes publiquement en disant que si le référendum échoue, tu ne seras pas candidat. Parce que là, ça sous-entend et ça entraîne une partie de notre famille dans l'idée que faisons échouer De Gaulle, et alors Pompidou sera candidat. Et donc il y a plusieurs déjeuners, Pompidou utilise la stratégie d'évitement, il y a un dîner de réconciliation qui est organisé avec De Gaulle à l'Élysée, mais qui n'a pas les suites qu'on connaît, et puis Pompidou va entretenir le flou et finalement s'imposer comme le candidat. Et après que De Gaulle démissionne, à la suite de l'échec du référendum, les barons se réunissent une fois sur Pompidou, et en fait se rendent compte que chacun a des ambitions. Debré s'imaginerait bien y aller, Chaban aussi, et donc ne sachant finalement, se rendant compte que ce serait une guerre fratricide, ils décident de s'entendre sur Pompidou, donc ils savent qu'il a déjà des réseaux, un QG de campagne, des équipes, et donc il s'est naturellement imposé comme le successeur du général. Voilà, un petit peu long, mais pour expliquer l'enchaînement sur cette période. Très bien, merci beaucoup. C'était la dernière question qui sonne la fin de cette belle conférence, et au vu de la qualité de vos propos, je pense qu'on peut collectivement vous applaudir.